à toutes et à tous, bienvenue sur Femmes de légende, l'émission qui met en lumière les femmes qui ont su suivre leur voie et faire entendre leur voix. Un parcours prestigieux et éclectique faisant le grand écart entre la finance et l'humanitaire, en passant par la diplomatie, mon invitée est une véritable touche-à-tout, audacieuse, engagée et passionnée. Présidente d'Action contre la faim durant plusieurs années, puis ambassadrice, Stéphanie Rivoal est aujourd'hui à la tête d'Agisson, un mouvement politique libre et indépendant qui cherche à construire une société où chacune et chacun trouve sa place. Sans plus attendre, rejoignons mon invitée, Stéphanie Rivoal. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, merci beaucoup d'être sur le plateau de Femmes de légende aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir. Je suis vraiment contente aussi. Je ne sais pas ce que je fais là, mais on va parler de vos engagements, de votre parcours. Il y a beaucoup de choses à dire. Avant de parler justement de votre parcours, Stéphanie, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire brièvement comment vous avez grandi et peut-être quels ont été vos modèles d'inspiration quand vous étiez plus jeune? Alors moi déjà, je suis née dans les années 70 d'une famille bretonne, donc j'ai vraiment un ancrage breton avec ma grand-mère qui était très importante pour moi, mais de parents divorcés dans les années 70, c'était pas très très courant. Donc je suis fille unie de parents divorcés, dont j'ai beaucoup vécu avec ma mère, qui est devenue quelqu'un de très important dans ma vie nécessairement. Et après, surtout aussi, je suis née dans le 93, donc j'ai grandi toute mon enfance s'est passée en Seine-Saint-Denis. Je suis née à Montreux, j'ai vécu à Drancy, j'allais à l'école à Bobigny. Et du coup, moi, j'en ai pas du tout l'image qu'on peut en avoir. Moi, j'ai vécu là-bas et j'ai passé une enfance heureuse dans le 93. Avec une culture bretonne, aux crêpes, au beurre de ma grand-mère. Ça pose le décor. Absolument. Est-ce qu'il y avait des modèles de femmes, alors hormis effectivement votre maman, des femmes qui vous inspiraient, qui vous donnaient peut-être envie de faire un métier plus qu'un autre quand vous étiez enfant? Alors, je me souviens d'avoir développé une sorte d'obsession pour Hatshepsut. Alors, clairement, ce n'était pas une femme d'actualité, mais ma mère avait dans sa bibliothèque La Dame du Nil, et me voilà à lire ce livre, mais j'étais peut-être 12-13 ans. Hein. Et donc, Hatshepsut était la première femme pharaon. Donc elle a été mariée, elle a eu un fils, et quand son mari est mort, le fils avait 5 ans, elle est passée régente, mais elle s'est ensuite fait couronner, elle est venue pharaon. Et elle s'est habillée en homme, elle s'est mis une fausse barbichette pour passer pour un pharaon. Et pour moi, on parle quand même de l'Égypte antique, on parle d'une femme qui a vraiment pris dans un milieu complètement masculin, elle a régné 20 ans, à peu près, 20-22 ans, et elle a pris une place énorme dans l'histoire de l'Égypte. Elle a été effacée ensuite dans des temples, etc. Et j'ai développé une fascination pour cette femme, pour son parcours, son courage, dans un milieu très masculin. Ça a nourri une forme d'imaginaire. Je me suis dit, comment je vais faire pour devenir une sorte d'Hatshepsut? Alors, vous n'êtes pas devenue pharaon, Stéphanie, mais vous avez embrassé l'univers de la finance. Voilà, très masculin. Voilà, très masculin, au sein en plus de banques réputées, qu'on connaît comme très exigeantes, comme JP Morgan ou encore Goldman Sachs. Avec le recul, quels souvenirs et quels apprentissages aussi est-ce que vous gardez de ces années? Alors, c'était vraiment une voie difficile, la banque d'affaires. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai envie de ça. J'aime toujours le challenge, le combat, aller dans les endroits où c'est difficile. Moi, j'ai plutôt tendance à aller vers la difficulté, parce qu'après, je tire de la fierté à réussir si j'y arrive. Et donc, la banque d'affaires, c'était le plus dur. J'ai passé quand même 10 ans dans des banques assez dures, sur des salles de marché. Donc, c'était une ambiance assez brutale. À la Loup de Wall Street, comme on se l'imagine. Oui. Et quand j'ai été virée de Goldman Sachs à 22 ans, c'était un peu ça. C'était on prend un petit carton avec ses affaires au moment où on nous annonce que c'est terminé, et puis on s'en va sans plus jamais revenir. Donc il y a une forme de brutalité dans un milieu. Il y a quand même beaucoup d'argent, donc c'est un mélange assez étrange. J'en ai franchement tiré tout de même beaucoup de choses. C'est qu'on développe de la résilience dans un milieu qui est rustique, qui est un petit peu rude. Et puis, j'ai rencontré des gens, d'un point de vue intellectuel, c'était franchement des gens brillantissimes, d'écoles d'ingénieurs. On était sur un univers bande d'affaires avec beaucoup de maths, etc. Donc, j'étais assez fascinée intellectuellement par ces gens. Et puis après, vers la fin, j'ai pu du tout trouver mon compte. Bien sûr, j'ai gagné de l'argent en bande d'affaires. Ça fait partie du principe. Hein. Si vous arrivez là-bas et vous dites « j'aime pas l'argent », on vous regarde bizarrement. Les gens sont là pour faire de l'argent, avec de l'argent, en manipulant
ont de l'argent. Simplement, moi, ça n'avait plus de sens pour moi. C'est vraiment l'accumulation de richesses. Les gens étaient plus simplement riches, c'est-à-dire riches, je vais m'acheter des vêtements que j'aime bien, des bijoux, puis après, ça va passer à la voiture, aux maisons, et puis après, ça va passer aux œuvres d'art, etc. Puis, un niveau au-dessus, que j'ai découvert, c'est être riche, tout simplement. Donc, c'est le montant d'argent qu'on a sur son compte en banque. Et là, franchement, j'ai complètement perdu le sens de ce que je faisais là. Et donc, j'en suis partie après 10 ans de banque d'affaires. Mais je ne vais pas renier ces années-là parce que c'était intellectuellement très enrichissant. Et connaître bien la finance, c'est un atout dans ma vie qui a suivi. En tous les cas, c'est resté un atout. Bien sûr. Vous vous rendiez compte, Stéphanie, à l'époque, que vous étiez dans un environnement principalement masculin, où vous n'aviez pas forcément le recul en vous disant que vous étiez l'une des rares femmes? C'était bien visible. Les salles de marché, c'est vraiment beaucoup plus de costumes qu'autre chose. D'ailleurs, vous avez le choix, en tant que femme, dans cet environnement, de vous habiller comme les hommes. Donc, vous mettez un tailleur, jupe ou un tailleur pantalon, gris anthracite, gris foncé, noir, enfin, toutes ces variations de gris. Ce que vous faisiez? Pas du tout. Non. C'était l'autre option. Je me suis dit, bon, puis tant qu'à faire, dont j'avais un style d'ailleurs, quand j'y repense, assez flamboyant. Je mettais des chemises rouges avec des longues jupes qui arrivaient jusqu'en bas. Enfin, j'avais envie effectivement d'affirmer une forme de féminité dans ce milieu très très masculin. Donc je ressentais bien ça et j'ai jamais, et je pense que c'est important de le dire aux femmes, il n'y a absolument pas besoin d'abandonner sa féminité quand on est dans un milieu masculin pour se fondre dans ce milieu-là. On s'habille comme on veut, on peut se maquiller, on peut, ou pas en tous les cas, mais sa féminité fait partie, si on a envie de la mettre en avant, il faut le faire pour affirmer que c'est tout à fait normal d'avoir des femmes féminines, même dans les endroits masculins. Et affirmer, vous avez raison, encore plus sa singularité quelque part. Absolument. Alors ensuite, virage à 180 degrés, comme vous le mentionniez, et vous rejoignez l'Humanitaire, je crois, dès 2005. Est-ce qu'il y a eu, vous l'avez un petit peu mentionné, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur où vous vous êtes dit, je vais passer de la banque à l'Humanitaire? Je pense que c'était une crise personnelle très dure pour moi parce que non seulement j'ai décidé de quitter ce milieu-là et j'ai décidé de le quitter dans une situation qu'aujourd'hui on appellerait burn-out, sauf qu'à l'époque on n'avait pas complètement conceptualisé ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est une sorte de ras-le-bol complet, d'effondrement physique, psychique. Et puis après j'ai divorcé, ma mère a été malade, elle va bien maintenant, mais ça m'a beaucoup bouleversée. Donc tout arrivant en même temps et je me suis dit, je vais repartir pas de zéro parce qu'on a ce bagage, mais je vais tout changer. Donc je suis rentrée en France, j'ai fait une école de photo, donc je suis devenue photographe. Donc là, très enrichissant aussi, je rencontre des gens pas du tout comme moi, de 19 à 65 ans, certains vraiment très doués. Moi, je n'étais pas très douée, mais je savais remplir un contrat. C'est quand on me donnait une photo à faire d'un livre, je faisais la photo du livre. Alors qu'il y avait des véritables génies de la photo, ils faisaient des choses formidables. Et puis après, une fois que tout ça s'est passé, j'ai rencontré mon mari actuel, et quand on s'est rencontrés, on s'est avoué mutuellement que l'aventure humanitaire était quelque chose qui nous attirait. On s'est dit, je suis allée voir chez Médecins du Monde, moi je suis allée voir chez Action contre la faim. C'est quelque chose qui nous taraudait. On trouvait ça très romantique aussi, de partir au bout du monde, sauver des vies. C'est pas du tout ça. L'humanitaire, on sauve des vies bien sûr, mais c'est pas ce côté romantique, c'est assez pratique. Il faut être bien organisé, il faut aller chercher de l'argent et tout. Et puis il y a eu le tsunami qui a touché dans toute la zone asiatique avec plus de 200 000 morts. Donc là on est en quelle année, Stéphanie? 2005. Donc du coup il y a eu énormément de forces humanitaires qui sont, fin 2004, qui sont déplacées sur cette crise. Et ça a été un moment donné où avec mon compagnon on s'est dit, en fait, si on postule, on a postulé juste avant, mais il va y avoir d'énormes besoins sur les autres missions, parce que ça va mobiliser toutes les forces vives sur ce drame. Bien sûr. Donc du coup, on nous a proposé, Action contre la faim faisait partie des associations qui ouvraient un peu les recrutements à des gens qui n'étaient pas infirmiers, hydrauliciens, agronomes, des praticiens, mais nous on était des gestionnaires. Donc on s'est dit, on va voir si un profil comme les nôtres intéresse. Et ils nous ont donné l'opportunité de partir. Et on est partis ensemble au Soudan, au Darfour. Au Soudan, d'accord. Alors là, changement effectivement d'horizon radical. Vous parliez de l'approche pragmatique et pratique aussi du milieu associatif. Quelles sont les premières découvertes que vous y faites? Quels sont vos premiers constats, on va dire peut-être d'étonnement, quand vous arrivez en plus au Soudan?
Moi, je m'attendais à ce que l'associatif soit effectivement ce côté un peu sans frontiériste des années 70, 90. Et puis en fait, c'était beaucoup plus structuré de ça. Moi, j'ai découvert un univers très professionnel. Ça a été un étonnement. Donc, au lieu de venir faire directement quelque chose, donc aider une famille, sauver pour une infirmière, soigner un enfant, en fait, l'idée, c'est de transmettre des compétences à des personnels locaux pour qu'ensuite, eux puissent pérenniser l'action. Donc, il y a une vraie pensée qui est très organisée. Il faut aller chercher des fonds et satisfaire des bailleurs de fonds. Donc, il faut avoir du résultat, il faut avoir de l'impact mesurable. Donc, c'est à la fois très financier, très logistique. Il y a des métiers techniques. Et vraiment, ce que je ne savais pas et qui maintenant me semble évident, mais je ne savais pas à l'époque, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est transmettre du savoir à des personnes qui vont ensuite, sur place, pouvoir continuer des opérations de manière la plus pérenne possible. Et puis j'ai découvert des gens d'un engagement, j'ai des souvenirs vraiment émouvants de l'engagement réel et profond de tous les humanitaires. C'est des gens qui sont comparables aux militaires, aux pompiers, enfin, ils mettent en danger leur vie. Les premiers arrivés sur une crise, que ce soit une catastrophe naturelle ou un conflit armé, c'est les soldats, les humanitaires ou les pompiers. Donc c'est des gens qui vont... moi, quand je suis arrivée, je suis ensuite allée au Liban pendant la guerre avec Israël. Tout le monde quittait le Liban, nous, on arrivait. C'est-à-dire qu'on va à l'endroit que tout le monde fuit. Donc c'est un engagement physique. C'est un engagement humain très fort, émotionnel très fort. Il faut quand même vivre des choses difficiles. On voit des morts ou des gens qu'on voit la veille et qu'on ne voit plus le lendemain. On voit des gens qui ont tout perdu. On voit de la misère extrême. C'est quand même dur. Et tous ces gens qui sont au service de ces causes, j'ai vraiment pour eux une réelle et profonde admiration. C'est très important ce que vous disiez, il me semble, sur la notion de transmission, effectivement, de passation du savoir auprès des populations locales. Et je pense qu'on n'a pas forcément cette idée-là des actions humanitaires. Donc, effectivement, c'est un point qui est effectivement, crucial. Imaginez lever de l'argent, vous demandez aux gens de donner de l'argent, elles se contre la faim, puis votre visuel, c'est quelqu'un dans une salle de formation en train de montrer comment on va mesurer le tour de bras d'un enfant, etc. Les gens, ils ne vont pas donner pour ça. Les gens, ils donnent sur un élan émotionnel. Bien sûr. Donc, ils ont envie de voir l'enfant lui-même, et puis avec ensuite l'humanitaire, quelle que soit la couleur de peau de l'humanitaire. D'ailleurs, peu importe, parce que l'image du humanitaire blanc qui soigne l'enfant en noir, elle reste encore aujourd'hui ancrée très, dans très les forte, perceptions. c'est tellement pas ça sur le terrain. Nous, effectivement, ce que font toutes ces actions, toutes ces organisations humanitaires, c'est vraiment des formations en numéro un. Mais c'est difficile de le présenter comme ça, parce que c'est pas assez chargé. Ce qui va déclencher effectivement l'émotion. Alors, vous avez ensuite été approchée par la diplomatie et vous êtes devenue ambassadrice de France en Ouganda, en partant là-bas notamment avec vos enfants. Alors, je ne sais pas si vous étiez déjà avec votre famille au Soudan. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette aventure, cette fois peut-être sous un spectre familial, parce qu'on en parlait tout à l'heure, vous avez 3 enfants. Est-ce qu'ils étaient déjà avec vous au Soudan? Alors, j'avais pas d'enfant au Soudan. J'étais avec mon mari actuel, mais on n'avait pas d'enfant. On est rentrés précisément parce que moi, je suis passée au travers l'expérience douloureuse de la stérilité. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué que je ne pouvais pas avoir d'enfant au retour du Darfour. Alors, pour mille et une raisons, on n'a jamais trop... la stérilité actuelle des femmes au XXIe siècle, elle peut être multiforme. On a nos enfants plus tard, il peut y avoir des enjeux hormonaux, des enjeux de stress. On n'arrive pas trop à ça, mais elle est très répandue. Donc moi, j'ai vécu ça, c'est extrêmement douloureux, parce que moi, j'avais un désir d'enfant. Toutes les femmes n'ont pas, mais moi, chez moi, il était très présent. Et donc, du coup, il a fallu que je rentre pour avoir des traitements. Et malgré le fait qu'on m'a dit que j'étais stérile, j'ai quand même réussi à avoir 3 enfants. J'étais présidente d'Action contre la faim à l'époque, et quand on est présidente d'une organisation humanitaire, on fréquente la diplomatie parce que sur place, en fait, les gens se transmettent des informations, parfois même sont financés l'un par l'autre. Enfin, en l'occurrence, la diplomatie peut financer les actions humanitaires. Donc, en fait, c'est 2 milieux qui se connaissaient. Donc, j'ai réussi à postuler. Bizarrement, ça ne se fait pas comme ça, mais pour être ambassadrice, parce que normalement on ne postule pas, on est diplomate, à 20 ans on fait Sciences Po, ou alors un parcours, une trajectoire. Et donc je me suis retrouvée effectivement ambassadrice en Ouganda par tout des jeux de circonstances, de rencontres. Et à cette époque-là, j'avais mes 3 enfants. Mon mari a dit banco, parce que aussi c'est une affaire de couple. Il y en a un qui se met un petit peu dans le siège passager, met sa carrière un peu en stand-by. Et donc on est parti. Mes enfants avaient 6 et 9 et pays anglo-saxon.
Et franchement, on a tous, mais les enfants aussi, vraiment adoré l'expérience diplomatique pour moi, vivant en ambassade, puis vivre en milieu anglo-saxon, les safaris, l'école internationale où il y avait 46 nationalités. Enfin, je trouve que c'était un cadeau, hein, franchement, que aussi je me faisais bien sûr, mais aussi à eux, d'avoir une expérience internationale. Je voulais leur donner le goût de ça, que pour eux le monde soit aussi large que possible. Ils n'ont pas envie de bouger, ils ne bougent pas, mais que si jamais ils aient envie, qu'ils n'aient pas peur d'une aventure à l'international. Vous avez surtout avec d'ailleurs l'Afrique, qui est un continent auquel je suis très attachée. Vous avez d'ailleurs, Stéphanie, fait un livre de cette expérience qui s'appelle Ambassadrice par effraction. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre, finalement? De quoi il en relève? Comme beaucoup de gens pendant le premier confinement, où on se retrouve à tout mettre entre parenthèses, à être à la maison. Moi, j'aime bien écrire. J'avais déjà fait des ouvrages sur le Darfour, sur des personnes hospitalisées à domicile, sur des prisonniers. J'ai fait des projets photos où j'écrivais des histoires de personnes. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc écrire ce qui s'est passé en Ouganda, comment je suis rentrée en diplomatie, toute l'aventure diplomatique, donc la découverte de ce que c'est que la diplomatie de terrain. Parce qu'on voit les grands diplomates sur les plateaux télé, tout ça, qui négocient des accords de paix, avec plus ou moins d'ailleurs de succès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 160 ambassades françaises dans le monde à peu près, et que dedans, il y a beaucoup de diplomates, des ambassadeurs et toute leur équipe, et qui travaillent au jour le jour. Alors, que font-ils? C'est un peu ce que je raconte dans ce livre-là. C'est comment j'ai arrivé à me faufiler pour arriver là. Aux grandes dames, d'ailleurs, j'imagine, des diplomates de carrière qui voient débouler quelqu'un de l'extérieur. Parce que les places sont chères, il y a 160 ambassades, hein, de toute façon, il n'y en a pas une de plus. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? En fait, c'est un travail d'influence auprès du politique, mais aussi de faire connaître son pays auprès des populations, de valoriser la langue française, mais pas que, le sport, la gastronomie, le vin, la mode, tout ce que nous, on a à offrir, la littérature, la culture, l'art en général, mais pas que ça, c'est aussi accueillir les sociétés françaises pour pouvoir nouer des partenariats avec des partenaires locaux, il faut les connaître. Bien sûr. Donc, du coup, on passe vraiment beaucoup de temps à fréquenter des sphères très différentes. Le politique, oui, l'associatif, oui, mais aussi le domaine économique. Et le domaine universitaire. Donc c'est vraiment un métier que je décris dans le livre, extrêmement polyvalent. C'est transverse en réalité. C'est très transverse, c'est vraiment un très très beau métier. En fait, vous êtes là-bas en représentation, mais vous portez les valeurs, les couleurs de votre pays. Et je pense qu'il n'y a, il n'y a aucune honte à être fier de son pays. Ça n'enlève absolument rien à l'autre qui peut être aussi fier de son pays. Moi, j'étais des Ougandais extrêmement fiers de leur pays, ils peuvent l'être. Et c'est la transmission des fiertés respectives, des connaissances, de ce qu'on a à offrir au monde, des synergies. Et c'est une admiration qu'on peut se vouer mutuellement. Donc il n'y a pas nécessairement l'un plus haut que l'autre ou quoi que ce soit. Et le métier d'ambassadeur, c'est faire valoir ça. Et aussi être le récipiendaire de ce que l'autre pays a à offrir. Alors, en écoutant votre parcours, la finance, la photo, l'humanitaire, le métier d'ambassadrice, j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement trouvé votre place, mais plutôt créé votre place au fil de ces expériences. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, ou pas, vous avez ressenti le fameux syndrome de l'imposteur que beaucoup de femmes ressentent, notamment quand elles changent un petit peu, quand elles ont des parcours éclectiques? Ou est-ce que ça n'a pas été un sujet pour vous? Si, ça a bien sûr un sujet depuis le début. Quand on vient du 93 et que je suis arrivée à Louis-le-Grand, grand lycée parisien, avec des codes sociaux où je ne voyais absolument pas ce qu'il fallait que je fasse, comment fallait que je m'habille, comment fallait que je parle. Enfin, moi, j'ai développé un côté caméléon très tôt parce que j'ai été projetée dans des milieux qui m'étaient étrangers et dans lesquels il fallait que je bluffe tout le temps. Mais j'avais un sentiment de pas du tout être à ma place. Mais moi, à Amy, ça remonte encore à avant parce que moi, la maternelle jusqu'à la 6e, j'étais toujours la plus grande de toute la classe, de tous les filles, de toutes les garçons. Ah oui, en taille, vous étiez la première de la classe. Enfin bon, j'étais vraiment l'objet, l'ovni, un petit peu étrange sur la photo de classe. De toute façon, il y avait hop, et puis il y avait moi. Donc ce sentiment d'être un petit peu bizarre, un petit peu décalé, de devoir essayer de se fondre, alors que bon, c'est pas, enfin visuellement, c'était pas facile. J'ai ressenti très 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 tôt. Donc en fait, c'est juste qui m'a accompagnée et j'ai trouvé des parades à ça. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus féminin que masculin,
de manière générale, et c'est ce qui dessert énormément les femmes. Pour un poste donné, vous avez un homme qui va dire « mais bien sûr que je peux, d'ailleurs je suis même limite surqualifiée, etc. La femme va dire « oh là là, je ne suis pas sûre d'y arriver, etc. » Et ça, c'est quasiment structurel, c'est certainement pas génétique, mais c'est vraiment structurel dans notre société. Il faut qu'on inverse cette tendance pour donner de la confiance aux femmes, pour que ce syndrome de l'imposteur n'existe plus. Et vous, comment vous avez, Stéphanie, composé quelque part avec le doute, avec les questionnements qu'on peut avoir? Comment vous êtes passée outre ça? Sachant que moi, j'ai des questionnements tout le temps. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, voilà, le livre Ambassadrice pour l'éducation, je suis sûre que personne ne va le lire, c'est inintéressant, c'est mal écrit, qu'il y a des erreurs, qu'il y a des tonnes de gens bien plus qualifiés que moi sur l'Afrique, sur l'Ouganda, qu'il y a des diplomates qui... Enfin, voilà. Vous avez commencé l'émission en me disant « je ne sais pas ce que je fais là, d'ailleurs ». Mais oui, donc c'est vraiment un sentiment de... Alors, comment je fais ? J'estime que je suis le pire juge de moi-même. Donc, quand je tourne en boucle en me disant voilà, pourquoi ci, pourquoi ça, etc., je vais nulle part. Donc, je me suis entourée de gens de confiance. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des mentors, ça peut être des plus jeunes. Et dans des moments de doute, qui sont quand même fréquents, et quand ça va vraiment, vraiment pas, je vais faire appel à eux pour dire mais qu'est-ce que t'en penses, mais tu crois que, etc. Et comme ils sont bienveillants et comme ce sont mes amis ou des mentors, des gens qui répondent à mon besoin, à travers leur regard sur moi, je me réconforte. Je me dis bon, moi je ne sais pas me juger, mais si eux disent que finalement je suis à ma place ici, que je suis légitime à ça et que ce que je fais n'est pas si mal, c'est sans doute vrai. Donc je leur donne la vérité sur moi. Le crédit de leur perspective. Moi, je ne suis pas objective. C'est une bonne méthode. Merci. Je vous propose, Stéphanie, qu'on passe à la deuxième séquence entre vous et moi. Alors, Stéphanie, je vous pose quelques questions. L'idée, c'est d'y répondre, on va dire, du tac au tac. D'accord. Qu'est-ce que vous évoque le mot sororité ? Alors, il faut être très bref, c'est ça. Donc, pour moi, c'est le moyen du grand bond en avant pour les femmes. Est-ce que, à votre avis, alors j'enchaîne un petit peu sur cette question parce que c'est un point important, est-ce qu'à votre avis, la sororité est effective, suffisamment du moins aujourd'hui ? Pas du tout. Je pense que les hommes ont une longueur d'avance là-dessus et que les femmes ne s'entraident pas assez entre elles et que les femmes ont encore peur de faire la promotion de leurs collègues féminines, justement parce que la place a été difficile à avoir souvent et qu'une fois qu'on est arrivé là-bas, une fois qu'on s'est battu pour obtenir cette place-là, on a peut-être au fond de soi l'idée de se dire je vais en profiter pour moi et pas forcément aider une sœur dans une sororité. Ouais. Il faut se débarrasser de ça parce que vraiment il y a besoin de beaucoup plus de femmes dans des positions qui doivent leur revenir à un moment donné. Et finalement, quand on fait la courte échelle à l'une, on s'élève aussi. Mais bien évidemment, on a peur de quoi ? C'est fait pareil, c'est le pendant du syndrome de l'imposteur. Absolument. Donc on ne se sent pas à sa place, on a toujours peur d'être dégagé, on ne va pas faire monter quelqu'un. Il faut prendre confiance. Confiance en soi, confiance en les autres. La place, il faut la faire pour nous, on le disait tout à l'heure, et la faire aussi pour les autres. Comment inciter les femmes à oser plus ? Je pense qu'il faut leur dire quelque chose. C'est leur dire... Oui, oui, tu peux, oui, vous pouvez, yes, woman can. C'est vraiment de leur dire, de leur répéter, pas une fois, mais 10 fois. Une femme que vous rencontrez, c'est constamment ce petit bruit dans l'oreille. Tu peux, tu peux, tu peux, tu es légitime, tu peux. Et c'est ça qui les propulsera, parce que ça va dénouer dans leur tête tous ces nœuds et ensuite elles vont faire. Quel est, Stéphanie, votre plus bel échec ? Quand j'ai été licenciée de Goldman Sachs, j'étais effondrée. Et ce moment-là, pour moi, était crucial. Il est très beau, cet échec, parce que c'est celui qui a remis les pendules à l'heure dans ma tête pour savoir ce que je voulais faire de ma vie. Est-ce qu'il y a une citation ou une maxime qui vous revient régulièrement et qui vous inspire ? Alors, mon mari m'a fait graver cette maxime, donc c'est dire. C'est Confucius qui dit « Quand tu fais quelque chose, tu auras contre toi ceux qui voudraient faire le contraire, ceux qui voulaient faire la même chose et l'immensité, la majorité d'entre eux qui veulent ne rien faire. » Très, très juste, de Confucius. Quel est selon vous l'enjeu des prochaines années pour les femmes ? L'enjeu prioritaire, disons. Accéder aux arènes de pouvoir. Il faut qu'on arrive dans les arènes de pouvoir. Dans les conseils d'administration, dans les comités de direction, à l'Assemblée nationale, en politique, dans l'associatif, il faut qu'on arrive là où ça se décide. Plus on sera représenté dans les sphères internationales, nationales, citoyennes, civiles, privées, plus il y aura de femmes là, plus on pourra véritablement déverrouiller les injustices, les inégalités. Stéphanie, dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à la petite fille que vous avez été, qui a grandi dans le 93 ? Je lui dirais, aime-toi plus.
Aime-toi plus. Toutes les petites filles ne s'aiment pas assez. On passe notre temps en tant que fille à se trouver trop grosse, trop maigre, trop ci, trop Pas ça, assez. etc. Pas assez ça, etc. Il faut se regarder différemment, il faut s'aimer plus. Stéphanie, merci beaucoup pour toute cette Ah, transmission c'est et moi, merci vraiment, pour votre c'est temps. moi de cette invitation. À Merci. bientôt. Merci d'avoir suivi Femmes de légende. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle invitée exceptionnelle. Et en attendant, n'oubliez pas, il ne tient qu'à vous d'entrer dans la légende. À bientôt.